Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous nous penchons sur l'année 1888 et l'histoire poignante de Marianne Nichols. C'est une affaire qui nous rappelle que, derrière les documents historiques, se trouvent des personnes réelles, dont la vie a été irrémédiablement transformée par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire, racontée au mieux. À la fin de l'été 1888, East End de Londres était un monde éloigné de la grandeur de la capitale victorienne. Whitechapel était un quartier de contrastes saisissants, un labyrinthe de ruelles éclairées au gaz, de foyers d'hébergement surpeuplés et de pauvreté désespérée. C'était un endroit où des milliers de personnes luttaient pour leur survie, vivant au jour le jour grâce à de maigres revenus tirés de travaux précaires. L'air est saturé de la fumée des feux de charbon et du bruit d'une population agitée et grouillante. Pour beaucoup, en particulier pour les femmes sans la protection d'une famille ou de la fortune, la vie était un défi incessant et souvent brutal. C'est dans ce contexte sinistre et oppressant qu'allait se dérouler une série d'événements. Des événements qui allaient terroriser une ville et créer une légende de ténèbres qui perdure encore aujourd'hui. Cette histoire commence non pas avec la légende, mais avec l'une des femmes qui est au cœur de celle-ci, une femme de 43 ans dont la vie reflétait les difficultés de son époque. Son nom était Marianne Nichols, bien qu'elle fût plus communément appelée Polly. Marianne Nichols est née Marianne Walker à Londres en 1845. Fille d'un serrurier, elle a eu, selon toute évidence, un début de vie ordinaire. En 1864, elle épousa William Nichols, machiniste d'imprimerie, et ensemble, ils eurent 5 enfants. Pendant un temps, leur vie a suivi un chemin conventionnel. Cependant, au début des années 1880, le mariage s'était effondré. Les raisons sont débattues par les historiens. Les récits suggèrent que William l'aurait quittée pour une autre femme, tandis que lui affirmait que sa forte consommation d'alcool rendait leur vie commune impossible. Quelle qu'en soit la cause, la séparation a mis Marianne sur une voie difficile et descendante. Sans la stabilité de son mariage, elle est passée par les dures institutions de la société victorienne conçues pour les démunis. Elle a passé du temps au foyer de travail de Lambeth Workhouse, un lieu de dernier recours pour les personnes appauvries, et a brièvement vécu avec son père. Elle a occupé divers emplois de domestique, mais ses problèmes d'alcool lui rendaient souvent difficile de conserver un emploi stable. Pendant plusieurs années, elle a été une figure errante, se déplaçant entre foyers d'hébergement et périodes où elle dormait à la dure. Au printemps 1888, après une brève période de stabilité en tant que domestique, elle avait rejoint les foyers d'hébergement communs de Whitechapel, se joignant au rang des résidents les plus vulnérables du quartier. Le jeudi 30 août 1888 fut la dernière journée complète de la vie de Marianne Nichols. Comme toutes les autres, elle était dictée par la nécessité de gagner suffisamment d'argent pour un lit pour la nuit. Le coût était de 4 pence, une petite somme qui était souvent une fortune pour ceux qui n'avaient rien. Ce soir-là, vers 23 heures, elle a été vue marchant sur Whitechapel Road. Un peu plus d'une heure plus tard, à 0h30 le matin du 31 août, elle a été vue quittant un pub à Brick Lane. Le pub était un point de convergence pour la communauté, une évasion passagère de la dureté des rues. Peu de temps après, elle est retournée à son foyer d'hébergement au 18 Thrall Street. Là, elle a rencontré l'adjoint qui lui a demandé son DOS money, l'argent pour le lit. Marianne ne l'avait pas. Elle lui aurait dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle aurait bientôt l'argent, en désignant une nouvelle capote noire qu'elle portait. Ses dernières paroles connues avant de partir furent « Je vais bientôt avoir mon DOS money, regarde la chouette capote que j'ai maintenant ». Vers 2h30 du matin, elle a été vue pour la dernière fois par une amie, Emily Holland, au coin d'Osborne Street et de Whitechapel Road. Selon Holland, Marianne était fortement intoxiquée et chancelante, mais elle a refusé l'offre de retourner au foyer d'hébergement avec elle. Au lieu de cela, elle a tourné et s'est éloignée seule dans l'obscurité, se dirigeant vers l'est le long de la rue déserte. Moins d'une heure après avoir été vue pour la dernière fois, le voyage de Marianne Nichols a pris fin de manière horrible, dans une rue sombre et étroite appelée Box Row. C'était une rue calme et banale, bordée de petites maisons d'un côté et d'une grande école publique et d'écurie de l'autre. Vers 3h40 du matin, un charretier nommé Charles Cross se rendait à pied à son travail dans un dépôt voisin.
La rue était faiblement éclairée par un seul réverbère à gaz, et alors qu'il avançait dans la pénombre, il a remarqué une forme sombre gisant sur le sol dans une entrée, en face d'une cour d'écurie. En s'approchant, il a vu que c'était le corps d'une femme. Ses jupes étaient relevées, et il a d'abord supposé qu'elle était ivre et avait peut-être été agressée. Quelques instants plus tard, un autre charretier, Robert Paul, s'est approché, se rendant au même lieu de travail. Cross l'a interpellé, et ensemble, ils se sont approchés du corps. Ils ont doucement baissé sa robe pour la couvrir. Croyant qu'elle pouvait encore être en vie, mais hésitant à s'impliquer et à être retard au travail, ils ont décidé de continuer leur chemin et d'alerter le premier policier qu'ils rencontreraient. Quelques centaines de mètres plus loin, ils ont trouvé un agent de police et ont signalé leur découverte. Ils lui ont raconté ce qu'ils avaient vu, puis ont continué leur route vers leur travail, laissant la scène macabre aux mains de la loi. Le premier policier à arriver à Bucks Row fut l'agent John Neal, de la division G de la police métropolitaine. Agissant sur les informations des deux charretiers, il s'est rendu à l'entrée et a trouvé la femme allongée sur le dos, la tête pointant vers la rue. À l'aide de sa lanterne, il a procédé à un examen rapide. Il n'a vu aucun signe immédiat et évident de violence, mais il a pu sentir que ses mains et son visage étaient froids. Il a cru qu'elle était morte. Il a rapidement été rejoint par un autre officier, l'agent John Tain, qui a amené avec lui le docteur Rhys Ralph Llewellyn, un chirurgien local dont le cabinet était proche. Pendant que les officiers sécurisaient la scène, le docteur Llewellyn a effectué un examen plus approfondi. Il a confirmé que la femme était décédée et n'était probablement morte que depuis peu de temps, peut-être une demi-heure. Il a noté une coupure profonde à travers la gorge et quelques ecchymoses sur son visage. À ce stade préliminaire, l'étendue horrible et complète de ses blessures n'était pas encore apparente. La réponse initiale de la police a été méthodique. Ils ont fouillé la zone immédiate à la recherche d'indices, d'une arme ou de signes de lutte. Ils n'ont rien trouvé. Les pavés étaient secs et il n'y avait aucune tache de sang sur le sol autour du corps, suggérant que l'attaque avait été rapide et qu'elle avait été déposée au sol presque immédiatement. Une ambulance a été appelée et le corps de la femme inconnue a été transporté à la morgue de Whitechapel. C'est à la morgue, sous la lumière crue d'une lampe à gaz, que la véritable horreur du crime a été révélée. Lorsque les responsables du foyer de travail ont retiré les vêtements de la femme en préparation de l'autopsie formelle, ils ont découvert des blessures dévastatrices à son abdomen. La police a été immédiatement rappelée et le docteur Llewellyn a été sommé de revenir à la morgue. Ce qu'il a trouvé était choquant, même pour un chirurgien habitué aux sombres réalités de l'East End. La gorge de la femme avait été sectionnée par 2 coupures profondes et nettes qui descendaient jusqu'à la colonne vertébrale. Mais bien pire était la mutilation de son torse. Son abdomen avait été ouvert par une série d'incisions déchiquetées et profondes. Les blessures avaient été infligées avec un degré de férocité et de violence anatomique que ni le médecin expérimenté ni la police n'avaient jamais rencontré. L'instrument utilisé était vraisemblablement un long couteau bien aiguisé, manié avec une force considérable. La brutalité était profonde et profondément troublante. Ce n'était pas un simple vol qui avait mal tourné ou un acte typique de violence de rue. La nature des blessures suggérait un mobile entièrement différent, quelque chose motivé par une rage froide et sadique qui défiait toute explication facile et marquait le début d'un nouveau chapitre terrifiant de la criminalité à Londres. L'enquête officielle a commencé par l'enquête du coroner, Coroner's Inquest, une procédure légale visant à déterminer la cause du décès. Elle était présidée par le coroner pour l'East Middlesex, Win Edwin Baxter. La première étape fut d'identifier la victime. Elle fut rapidement reconnue par une ancienne résidente du foyer de travail de Lambeth comme Mary Ann Polly Nichols. Son mari séparé, William Nichols, fut amené et confirma formellement son identité. Il était profondément affligé, déclarant qu'il ne l'avait pas vue depuis 3 ans, mais qu'il avait entendu dire qu'elle menait une vie difficile. L'enquête s'est ensuite concentrée sur l'établissement de ses derniers mouvements.
Des témoins comme Emily Holland ont fourni une chronologie de ces dernières heures, dressant le portrait d'une femme désespérée de gagner les quelques pence nécessaires pour un lit. Les charretiers Charles Cross et Robert Paul ont raconté leur découverte du corps dans l'entrée sombre. L'agent de police Neil a décrit la scène telle qu'il l'avait trouvée initialement. Leurs témoignages ont établi l'heure et le lieu du décès avec une certaine certitude, mais n'ont offert aucun indice quant à l'identité de son tueur. Le témoignage du docteur Llewellyn fut le plus effrayant. Il a décrit les terribles blessures de la victime avec des détails cliniques et crus, concluant qu'elles avaient été infligées par un individu gaucher possédant un certain degré de connaissance anatomique. L'enquête policière, menée par l'inspecteur Frederick Aberline de Scotland Yard, a immédiatement été confrontée à des défis immenses. Le crime s'était produit dans une rue sombre sans témoin apparent. Le tueur avait agi avec silence et rapidité, ne laissant derrière lui ni armes, ni empreintes de pas, ni indices tangibles. Les officiers de la division H ont mené des enquêtes approfondies de porte à porte dans et autour de Bucks Row, interrogeant des centaines de résidents. Ils ont questionné des marins des docks de Londres voisins et des travailleurs des abattoirs locaux, des endroits où les hommes seraient habitués à utiliser des couteaux bien aiguisés. Malgré leurs efforts exhaustifs, aucun suspect viable n'a émergé. La presse, cependant, n'était pas aussi patiente. Les journaux de Londres, en particulier les nouveaux Penny Dreadful sensationnalistes, se sont emparés de l'histoire. Ils ont rempli leurs colonnes de détails sordides, de théories spéculatives et d'illustrations graphiques. Le meurtre de Bucks Row fut une sensation, exploitant la fascination du public pour le crime et les bas-fonds de leur ville. Cette intense surveillance médiatique a créé un climat de peur et de panique, exerçant une pression énorme sur une force de police aux prises avec un crime sans précédent. Le tueur était un fantôme, et avec chaque jour qui passait et chaque nouveau titre, le mystère et la terreur grandissaient. Alors que l'enquête se poursuivait, les preuves pointaient vers une conclusion effrayante. Ce n'était pas un acte de violence isolé. La brutalité et la nature spécifique des mutilations ont conduit la police et le public à relier le meurtre de Mary Ann Nichols à des attaques antérieures non résolues contre des femmes dans la région. Un récit a commencé à se former, celui d'une figure solitaire et prédatrice rôdant dans les rues de Whitechapel. Le 8 septembre, un peu plus d'une semaine après la mort de Nichols, une autre femme, Annie Chapman, a été retrouvée assassinée dans une rue voisine avec des blessures encore plus horribles, confirmant les pires craintes de la ville. Un tueur en série était en liberté. La presse a donné à cette silhouette sombre un nom qui deviendrait tristement célèbre, Leather Apron, tablier de cuir. Un personnage local qui fut brièvement suspecté, mais ensuite innocenté. Cependant, le nom qui allait réellement rester n'avait pas encore émergé. Le jury du coroner, après avoir entendu toutes les preuves dans l'affaire Nichols, a rendu son verdict. Ils ont formellement conclu que Mary Ann Nichols avait été assassinée par une ou des personnes inconnues. C'était une déclaration simple et factuelle, mais elle n'a guère réussi à calmer l'hystérie grandissante. Le verdict a officiellement marqué le début de ce qui allait être connu sous le nom d'Automne de la Terreur, Autumn of Terror. La mort de Polly Nichols n'était plus un simple crime local tragique, c'était désormais le premier acte confirmé d'un tueur qui était sur le point de devenir une légende. Le meurtre de Mary Ann Nichols fut le commencement, le crime qui a établi le schéma terrifiant des meurtres qui en suivit. Elle est aujourd'hui commémorée comme la première des 5 victimes canoniques du tueur qui serait bientôt connue dans le monde entier sous le nom de Jack l'Éventreur. Sa mort, et celle des femmes qui l'ont suivi, ont exposé la réalité brutale de la vie des pauvres dans le Londres victorien d'une manière qu'aucun rapport social n'aurait pu le faire. L'intense couverture médiatique a forcé le public et les autorités à affronter les conditions épouvantables de l'East End. Bien que le tueur n'ait jamais été appréhendé, l'héritage des crimes a inclus des appels renouvelés à la réforme sociale, à l'assainissement des taudis et à des changements dans la police. Quant à Mary Ann Nichols, son histoire est souvent éclipsée par la légende monstrueuse de son tueur. Mais il est important de se souvenir d'elle non pas simplement comme la première victime, mais comme une femme, une fille, une épouse et une mère,
dont la vie a été chassonnée par la pauvreté et le malheur, et dont la fin tragique a marqué le début d'un des mystères criminels les plus durables et les plus effrayants de l'histoire. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous à nouveau pour notre prochaine affaire de True Crime.